cours ou à venir. Et puis le deuxième temps de ce webinaire sera consacré à l'étude de la jurisprudence qui nous a semblé importante de vous signaler au cours de l'année 2020. Alors, on commence tout de suite par la première partie, Covid et construction, quels impacts? Le principe, pour ceux qui savent comment on fonctionne, est toujours le même. On est à peu près une centaine, vous êtes une centaine d'inscrits, donc tout le monde ne peut pas parler malheureusement. Néanmoins, on privilégiera autant que se peut le dialogue, et notamment par la boîte de conversation. Et après, celui dont on parle de la question peut parfaitement lever la main. Comme vous savez, vous avez une petite main jaune que vous pouvez activer et si le temps nous le permet et les circonstances nous le permettent, on peut imaginer un dialogue. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que le programme est chargé. Donc, c'est Daria qui commence par la première sous-partie sur les impacts de la Covid dans les marchés. Bonjour tout le monde. Donc effectivement, on a jugé utile avec Juliette de réaborder la problématique liée à la crise sanitaire pour la raison simple, il nous semble en fait que les sujets qui sont surgis pendant déjà la première vague, finalement, ils ne sont pas résolus complètement et risquent encore de ressurgir à la fin des travaux dans les différents chantiers parce que finalement, ils ont été mis un peu en suspens et puisque l'ensemble des acteurs, en tout cas, au regard de mon expérience par rapport à mes clients, ils ont joué le jeu, mais donc ils vont rediscuter de toutes ces problématiques au moment de l'établissement de DGD. Donc, il y a un risque de ressurgissement de contentieux sur ce point. Donc, et aussi, effectivement, dans notre domaine, on est touché tant dans les marchés publics que dans les marchés privés. Probablement, le traitement ne sera pas identique en fonction de la nature des travaux réalisés, en fonction des ouvrages réalisés. Donc, pour les marchés publics, nous savons tous que 19 mars 2020, le gouvernement a fait une communication en disant que la crise sanitaire et l'épidémie de coronavirus est reconnue comme un cas de force majeure et que de ce fait, il ne va pas appliquer, donc l'État et les collectivités locales ne vont pas appliquer les pénalités de retard. Bon, la valeur juridique d'une telle communication reste à établir, mais au-delà de ça, même si on estime que par là, l'État a pu s'engager à quelque chose, il n'est pas certain qu'un tel engagement soit opposable aux autres acteurs et aux autres intervenants sur le chantier. Donc, ceux qui ont subi du fait de l'arrêt des travaux pendant déjà la première vague, les constructeurs risquent effectivement de présenter des réclamations du fait du préjudice lié au retard des travaux et ces réclamations sont souvent assez conséquentes. Donc, à mon sens, il est possible que ce soit des constructeurs qui contestent finalement le fait que l'État soit exonéré de ses obligations à leur égard du fait de la force majeure et qu'il essaie de récupérer en tout cas des indemnisations du fait du préjudice subi. Donc, ces sujets, ils ont effectivement fait beaucoup réfléchir l'ensemble des praticiens. Et tant au regard des marchés publics, mais surtout dans le cadre des marchés privés, cela a amené les praticiens à réfléchir aux techniques contractuelles qui pourraient être mises en œuvre pour permettre aux acteurs de se prémunir de éventuelle aggravation de la crise sanitaire dans le cadre de la deuxième, troisième vague éventuelle de cette crise. Donc, je voudrais du coup aborder ces techniques parce qu'elles, de toute façon,
peuvent être également exploités sans avoir été prévus dans les contrats pendant la première vague, mais aussi en anticipation, effectivement, dès à présent, dans les différents contrats qui vont être conclus. Donc, les deux techniques essentielles qui nous revient à l'esprit, ce sont celles de la force majeure et de l'imprévision. Donc, je vous propose de commencer par la force majeure. On en a parlé énormément depuis le mois de mars dernier. Mais ce qu'il me semblait intéressant, c'est vraiment aborder cette question sous l'angle de contrat, sous l'angle rédactionnel, parce que effectivement, suite à la réforme du droit des obligations, la terminologie des critères en fait de la force majeure a été un tout petit peu modifiée par le législateur. Donc l'article 1218 désormais ne parle pas de l'imprévisibilité et irrésistibilité, mais emploie les termes d'inévitable et donc d'un événement échappant au contrôle du débiteur, ce qui est un peu différent aussi d'un ancien critère d'extériorité. Donc, tout ça, ça nous amène à réfléchir sur le fait que quel finalement doit être le wording, on va dire, de notre contrat qui va traiter cette problématique. On sait qu'il y a beaucoup de praticiens qui remploient encore les anciens modèles. Donc, on a quand même un risque d'avoir encore aujourd'hui, dans beaucoup de contrats qui sont conclus, l'ancienne terminologie. Et donc, la question se pose, est-ce que c'est intéressant finalement de la garder ou est-ce que c'est plus intéressant d'employer la nouvelle? Sur cette question, il n'y a pas de réponse, on va dire, définitive de ma part, mais au titre de la réflexion, il me semble qu'effectivement, il est presque plus sécurisant d'employer l'ancienne terminologie parce que pour le moins, on connaît un peu la jurisprudence. Sur la nouvelle, même si elle est très proche par rapport à celle qui était l'ancienne, on peut avoir un risque de la différence d'interprétation. Et donc, finalement, on est un peu plus dans un aléa judiciaire un peu plus accru par rapport à l'ancienne terminologie. Mais ce qui de ce point de vue, j'ai relevé également dans certains de mes dossiers, c'est qu'on peut arriver, et on arrive souvent en fait à ce cas de figure, dans le cadre de plusieurs contrats en chaîne, aux différentes définitions de la force majeure dans les contrats. Donc, il y aura des contrats qui vont se référer aux nouvelles dispositions, il y aura des contrats qui vont se référer aux anciennes dispositions, il y aura des contrats qui vont prévoir des listes des événements qui sont présumés des forces majeures et les autres qui ne vont pas en prévoir. Donc, effectivement, ça, il faut, à mon sens, être un peu vigilant sur ce sujet parce qu'on peut avoir éventuellement un contrat dans lequel on prévoit la crise sanitaire ou son aggravation, en tout cas, en tant que force majeure, et ensuite, dans les autres, non. Donc, il y aura une différence finalement de traitement en fonction des acteurs, en fonction des wordings différents. Donc, il faut être très vigilant parce que du coup, ça peut être très défavorable à certains intervenants parce qu'ils peuvent subir d'un côté la force majeure opposée par exemple, aux sous-traitants et ne pas pouvoir l'opposer à leur maître d'ouvrage. Donc, c'est la situation un peu compliquée. Donc, si on surveille en tant que conseil, effectivement, le montage contractuel, il faut le vérifier. Donc, je me suis posé aussi la question quant à l'intérêt finalement de prévoir et de faire viser la crise sanitaire ou son aggravation parmi les événements de la force majeure. Personnellement, je pense que ça peut être presque dangereux parce que en fait, la force majeure, effectivement, ça sous-entend l'exonération des parties de leurs obligations, en tout cas les suspensions d'exécution du contrat. Or, en pratique, finalement, par rapport à la crise sanitaire, ce n'est pas forcément ce qui se passe. Les acteurs ils continuent à exécuter leurs travaux dans des conditions plus onéreuses ou plus dégradées, mais ils poursuivent quand même souvent l'exécution de leurs obligations. Donc, ce n'est pas le but d'arriver à une suspension de leurs obligations respectives.
Et de l'autre côté, ce qui est quand même aussi assez intéressant, si on fait présumer à un événement ce caractère de force majeure, donc il exonère en principe les parties de leurs obligations, mais y compris probablement, potentiellement, le débiteur de l'obligation de payer de cette obligation. Donc, au regard de la jurisprudence constante, l'obligation de payer ne relève pas en fait souvent de la force majeure, puisqu'il faut démontrer que la personne concernée aurait subi des difficultés de trésorerie, mais en lien de causalité avec la force majeure, ce qui est quand même assez rare. Donc, sur ce point, j'ai même relevé un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble qui était rendu le 5 novembre 2020, et en matière des baux commerciaux sauf erreur, donc il retient effectivement, il écarte plutôt la force majeure pour le débiteur de l'obligation de payer des loyers en indiquant qu'il ne démontre pas des difficultés de trésorerie. Mais donc en revanche, il convient de se poser la question si cette obligation pourrait également être suspendue si dans le contrat on prévoyait la force majeure comme un cas d'exonération de toute obligation contractuelle. Donc peut-être ne pas forcément, ce n'est pas forcément opportun de systématiser cette pratique. Et en revanche, ce qui me semblait presque plus intéressant, c'est d'exploiter un peu la théorie de l'imprévision sur ce sujet. Donc, effectivement, donc déjà, son application est évoquée suite à la première vague de la crise sanitaire. Et il me semblait qu'il était intéressant de l'exploiter dans le cadre de la rédaction contractuelle, parce qu'il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus souple et qui permet en réalité de mettre en place une sorte de protocole de bonne pratique entre les parties sur cette base. Donc, effectivement, bon, déjà, sa définition telle qu'elle est prévue dans l'article 1195 du Code civil, elle ressemble un peu à ce qu'on a vécu à partir du mois de mars, donc un changement de circonstances imprévisibles, une exécution excessivement onéreuse et une partie qui n'avait pas prévu d'assumer le risque. Donc, déjà, on n'est pas obligé de s'y référer expressément, on pourrait dans certaines circonstances l'évoquer juste parce que ces dispositions n'ont pas été écartées dans le contrat. Mais moi, ce que j'ai pensé intéressant, c'est d'aller un peu plus loin. C'est justement prévoir les aménagements, donc en fonction des positions des parties, leur position sur leur volonté de poursuivre les travaux, de prévoir les protocoles permettant notamment aux constructeurs, par exemple, de rendre certains services complémentaires au maître d'ouvrage, comme le gardiennage du chantier, comme la surveillance du chantier qui est en suspension de travaux, par exemple, et de se faire aussi rémunérer pour ces services. Et là, sur ce point, ce n'est pas du tout anodin. Parce que effectivement, le gros problème de la théorie d'imprévision dans notre matière, c'est que la plupart des contrats, ce sont des contrats au forfait. Et donc, on pourrait imaginer que la jurisprudence à venir pourrait écarter, en fait, éventuellement l'application de la théorie de l'imprévision dès lors qu'il s'agit d'un contrat à forfait. Puisque, en principe, l'entrepreneur s'engage pour un prix ferme et indépendamment des changements et des augmentations du coût des travaux. Donc, sur ce point, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que je cherche l'arrêt. Donc, l'arrêt du 25 juin 2020, très récent, de la Cour de cassation, et a confirmé qu'un marché peut être à forfait que partiellement. Donc, en fait, ce qui me permet de dire, bon, à titre, une fois de plus, de réflexion, c'est qu'il est possible de dire que le marché est à forfait et dans certaines circonstances, il se déforfaitise et prévoir des prestations qui seraient exécutées sur une base un peu différente
dans le cadre de changements de circonstances, en fait. Donc, ça nous amène à la possibilité, effectivement, de prévoir des prestations complémentaires rémunérées hors forfait sur une base, par exemple, de prix unitaire, s'il y a des travaux supplémentaires, ou même par référence, s'il y a un désaccord sur l'application de prix, un arbitre qui va trancher, un économiste qui va trancher sur le prix qui est déjà prévu dans le contrat, mais en tout cas de manière déforfaitisée et en faisant en sorte que la théorie donc, de l'imprévision puisse quand même s'appliquer au contrat parce qu'il n'est pas à forfait à 100%. Donc, maintenant, oui, bon, il y a aussi la technique des clauses légitimes, mais là, sur cette technique, effectivement, il faut rester quand même aussi un peu vigilant parce que certaines de ces clauses pourraient être considérées comme déséquilibrées ou abusives en fonction des modalités de la passation du contrat. Donc, s'il s'agit d'un contrat d'adhésion, certaines de ces clauses pourraient éventuellement être écartées. Donc, il ne faut pas non plus, à mon sens, de privilégier une technique contractuelle dans laquelle uniquement une partie qui bénéficierait de la qualification de la crise sanitaire en tant que clause légitime de suspension des travaux sans contrepartie pour le maître d'ouvrage, parce que dans le cas échéant, éventuellement, il pourrait être écarté. Bon, maintenant, vu le temps qui défile, je laisse la parole à Juliette Mel qui va aborder la problématique de la suspension et de la prolongation des délais. Derrière, juste pour rebondir sur un point, je partage ta position. Juste pour rebondir sur un point, le guide de l'OPP-BTP, comme vous le savez, a été mis à jour une dernière fois le 2 novembre 2020. Ce guide est un ensemble de préconisations. Néanmoins, c'est ma position, l'existence même de ce guide fait à mon sens obstacle à la caractérisation d'une force majeure, puisque c'est un guide qui a été pris par les fédérations et les organismes professionnels, mais qui conduit à créer un ensemble de règles et de préconisations qui sont les conditions de la poursuite des chantiers. Autrement dit, il n'est en théorie pas possible de poursuivre des chantiers sans respecter les préconisations de ce guide. Et si on va jusqu'au bout du raisonnement, je dirais a fortiori, les caractères de la force majeure risquent de ne pas être remplis puisque à suivre ce guide, il n'y aurait rien d'irrésistible et de toute façon, plus rien ne serait imprévisible puisque maintenant la Covid, on vit avec depuis plusieurs mois. Je réponds à deux questions. La norme NFP, donc j'imagine que c'est la norme NFP 03001, peut-elle être considérée comme un contrat d'adhésion? Juste deux précisions là-dessus, puisqu'il y a un arrêt qui a été rendu de mémoire le 3 décembre 2020, vous voyez, on est taquet, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le sujet qui vient rappeler justement cette norme NFP 03001 n'a aucune valeur en elle-même, il faut qu'elle soit contractualisée. Donc, qui dit contractualisation dit négociation, à mon sens, donc ça répond déjà partiellement à une partie de vos questions. Et si elle est contractualisée telle qu'elle, eh bien, il est possible d'y déroger, notamment par ce qu'on appelle le CCAP, puisqu'il y a un ordre de préséance qui est prévu dans les marchés en technique de l'entonnoir qui permet à la norme de déroger justement à ce CCAG. J'espère que j'ai répondu à votre question. La deuxième question, c'était quid avant la première version du guide, le 2 avril. En effet, Daria peut sans doute rebondir, mais ma position avant de passer au délai, c'est qu'il y a une période de doute, en effet, entre le 12 mars et le 2 avril, où potentiellement, il est possible de plaider la force majeure. Néanmoins, et je pourrais vous faire passer les JP, les juges sont extrêmement réfractaires à la caractérisation d'une force majeure. Et même l'Ebola, qui est pourtant un super virus très sympa, n'a pas été caractérisé de force majeure. Même chose pour la grippe, je ne me rappelle jamais comment c'est, H1N1, je crois. Bref, tous les cas y sont passés et il n'y a jamais eu de caractérisation de la force majeure. Alors, en revanche, pour la Covid, comme vous le savez, dans d'autres domaines, et notamment en termes de voyage, de vacances ou de transport, il y a déjà plusieurs décisions de fond
qui ont pu caractériser la Covid comme événement de force majeure. Donc, en effet, ça se plaide pour moi entre le 12 mars et le 2 avril. J'enchaîne avec les délais. Alors, les délais. Les délais, c'est une vaste question puisqu'il y a eu un maillage, je dirais même un enchevêtrement, pour être un peu moins positive, un enchevêtrement d'ordonnances, de lois et de circulaires qui rendent la chose non pas impénétrable, mais très complexe à comprendre. D'autant, pour se rappeler les bases, que l'histoire des délais s'articule d'une part entre ce qu'on appelle l'état d'urgence, sachant que la dernière loi sur l'état d'urgence est celle du 14 novembre 2020 qui vient proroger la période d'état d'urgence jusqu'au 16 avril avec des dispositions transitoires, jusqu'au 16 février, pardon, avec des dispositions transitoires jusqu'en avril 2021, sachant que c'est la situation à aujourd'hui, mais ça risque d'être encore prorogé comme vous le savez. Donc ça, c'est la période d'état d'urgence qui doit bien être distinguée de la période juridiquement protégée. Et cette période juridiquement protégée, elle a fait l'objet de réglementations spécifiques pour le confinement numéro 1, mais il n'y a pas de disposition semblable pour le confinement numéro 2 à ce jour. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020, telles qu'elles ont été modifiées par l'ordonnance du 15 avril 2020, c'est-à-dire les fameux articles 2 et 4 qui nous ont à tous, je pense, bien pris la tête, eh bien, sont toujours applicables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en période juridiquement protégée depuis le 23 juin 2020 minuit. D'accord? Et ça, en application d'une circulaire qui a été très claire sur le sujet et vous dire que ce n'était pas le 24 juin à minuit, mais le 23 juin à minuit que cette période prenait fin. Alors, pourquoi est-ce que cette problématique de délai continue à poser problème? Eh bien, parce que, comme Daria l'a expliqué, c'est finalement aujourd'hui qu'on commence à voir les conséquences et les effets et les contentieux, parce que nous, juristes, c'est un peu ça le sujet, c'est anticiper et gérer les conséquences du confinement numéro 1 sur les problématiques de délai. Alors, rappel succinct des règles, parce que ce n'est pas tout à fait l'objet de détailler à ce stade. L'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 est venu prévoir une réglementation générale, mais attention, qui ne s'applique pas à tous les délais. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des ordonnances qui n'instaure de prorogation légale générale des délais. C'est-à-dire que soit ça s'applique à certains actes, soit ça s'applique de manière catégorielle par certains types de contrats. Par exemple, il y a eu des ordonnances spécifiques sur les contrats de syndic. Et là, cette ordonnance du 15 avril 2020, elle vient spécifier des règles applicables au délai d'actes, de recours, d'action en justice. Il y a toute une série de dispositions qui sont visées et on nous dit qu'il faut que ce soit des actes prescrits par la loi ou par les règlements. Alors, quelles sont les règles applicables lorsque l'on relève de l'article 2, et après on va le mettre en application pour voir les problèmes que ça pose? Eh bien, tout acte qui est accompli, le délai est prolongé. C'est toute la fameuse question entre interruption, suspension, prolongation. Là, on a bien une prolongation, c'est-à-dire que s'il est survenu dans la période, il est réputé l'avoir été à temps et après, on rajoute le fameux délai de 2 mois à partir du 24 juin, qui est la fameuse date du 24 août. D'accord? Alors attention, cet article 2 ne s'applique pas évidemment avant la période juridiquement protégée, ça c'est facile, c'est-à-dire avant le 12 mars, c'est-à-dire que tous les délais ou recours qui pouvaient être prescrits avant le 12 mars, il n'y a pas de problème, mais aussi après la période juridiquement protégée, c'est-à-dire tous les délais qui venaient à échéance après le 24 juin, il n'y a pas d'application non plus.
Et enfin, il n'y a pas d'application non plus pour les délais contractuels purement, puisque ces délais contractuels font l'objet de l'article 4, qui observe un régime tout à fait différent. D'accord ? Et les circulaires sont venus nous préciser aussi que cet article 2 ne s'appliquait pas ni aux délais de réflexion, ni aux délais de rétractation, qui sont nombreux dans les domaines qui nous occupent du droit de la construction, et notamment pour ce qui concerne le droit de la promotion immobilière. Okay, donc ça, ce sont les dispositions de l'article 2. Les dispositions de l'article 4 sont très compliquées à comprendre parce que le législateur est intervenu il y avait une mars, et dans des perspectives de relancement de l'économie, ces règles ont été durcies. Donc, ce sont des règles qui s'appliquent plus au domaine contractuel. Ces règles ont été durcies par l'ordonnance du 15 avril qui est venue prévoir un système très compliqué à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu déjà l'occasion de lire les dispositions de cet article, mais il faut vraiment faire une frise pour comprendre concrètement ce que ça veut dire. Alors cet article 4, il vise les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires, ainsi que les clauses prévoyant une déchéance. Alors évidemment, on est en plein dans nos matières, puisque en droit de la construction et en droit des assurances, il y en a plein des clauses comme ça. Et on nous précise aussi dans cet article que ces suspensions, puisque là, dans ce cas-là, on est dans un cas de suspension de délai, elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé. Alors, pour essayer de résumer, et après on va essayer de faire une application très concrète, il y a 3 cas de figure à distinguer. Premier cas de figure, qui est, je dirais, le cas le plus simple, si il y a une prise d'effet avant le 12 mars. Et bien dans ce cas-là, le délai est tout simplement suspendu et les effets sont reportés après la fameuse date du 24 juin 2020. Le deuxième cas, qui est le plus compliqué, je ne vous le cache pas, c'est si la prise d'effet intervient pendant la période juridiquement protégée, donc j'insiste, la période juridiquement protégée, c'est-à-dire la période qui va du 12 mars au 24 juin. C'est là qu'on commence vraiment à avoir besoin de prendre un papier, un crayon et de poser le schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a dans ce deuxième cas 2 sous-situations. Première sous-situation, lorsque l'obligation est née avant le 12 mars. Ça veut dire que, par exemple, vous avez une déclaration de sinistre avant le 12 mars et du coup, un délai qui est donné à l'assureur, on prendra cette application-là si vous voulez tout à l'heure, un délai qui est donné à l'assureur pour y répondre pendant la période juridiquement protégée. Eh bien, dans ce cas-là, on calcule la durée du 12 mars jusqu'à la date des faits et on reporte après le 24 juin. Deuxième situation, si l'obligation est née après le 12 mars. Exemple, déclaration de sinistre le 10 avril. Donc, on est bien pendant la période juridiquement protégée. Donc, c'est le cas où, finalement, il va y avoir non seulement la naissance de l'obligation pendant cette période-là, mais ensuite, je dirais, la date de prise d'effet de la clause ou de la disposition également pendant cette période-là. Eh bien, dans ce cas-là, on calcule avec la date de prise d'effet. Par exemple, si je raisonne sur un délai DO avec une décla au 10 avril, l'assureur DO aurait donc 60 jours, si l'article 4 s'applique à la DO, on va y revenir. L'assureur DO aurait donc 60 jours pour prendre position avant le 10 avril, à partir du 10 avril, c'est-à-dire jusqu'au 10 juin. Donc, on reprend son délai de 60 jours et on le reporte après le 24 juin. C'est-à-dire que dans cette hypothèse, on est 24 juin plus 60 jours. Le problème, c'est, et toute la doctrine dénonce cette situation, c'est que cet article 4, et notamment le deuxième cas de figure, va générer un nombre considérable de contentieux, puisqu'il y a
dans la façon dont est rédigé cet article, à mon sens, une confusion entre l'inexécution de l'obligation et la prise d'effet de la clause. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'ordonnance prend comme point d'ancrage la naissance de l'obligation et on a l'impression, quand on lit, que c'est le jour de la conclusion du contrat, mais ce n'est pas toujours aussi simple en pratique. Donc, ça va générer, à mon sens, un certain nombre de situations contentieuses. Le troisième cas de figure, et là on retombe sur un cas, je ne vais pas dire simple, mais moins difficile, c'est lorsque la date de prise d'effet intervient après la fin de la période juridiquement protégée, c'est-à-dire après le 24 juin. Et bien dans ce cas-là, la date est reportée d'une durée égale au temps écoulé entre le 12 mars ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née, et le 24 juin. Donc, on retombe sur ce système de suspension. Alors, voyons maintenant un cas particulier qui pose problème, puisque c'est un vrai sujet en pratique. Par exemple, vous avez un dossier avec une DO et donc, évidemment, la première question qui se pose, c'est est-ce que le délai DO a été respecté compte tenu de ces périodes de Covid. La question peut se poser puisque, vous le savez, si l'assureur DO ne respecte pas le délai de 60 jours, il est dans l'impossibilité de ne pas garantir, il est en garantie automatique, ou en tout cas, pour reprendre les termes de la jurisprudence, il est déchu du droit de contester sa garantie. Alors du coup, la grande question qui est posée, et qui, à mon sens, enfin, moi je vais vous donner ma position, mais qui n'a pas encore été tranchée, évidemment, c'est de savoir si ce fameux délai de 60 jours qui est prévu à l'article A243-1, annexe 2 du Code des assurances, aux fameuses CLOSTI, est-ce que ce délai de 60 jours est redevable finalement de l'article 2, c'est-à-dire on considère que c'est une disposition légale ou réglementaire, auquel cas on est sur le régime de la prolongation, ou de l'article 4, c'est-à-dire qu'on considère que finalement c'est des sens contractuels, puisque dans toutes les polices DO, vous retrouvez ce fameux délai de 60 jours. Et auquel cas, on serait plutôt sur le régime très complexe et confus de la suspension de l'article 4. Alors, mon opinion, c'est que les délais DO relèveraient, mais je vous dis, la doctrine n'est pas si tranchée, donc c'est une opinion qui est tout à fait personnelle, relèverait plutôt de l'article 2. Pourquoi ? Eh bien parce que, à mon sens, ce fameux article A243-1, annexe 2 du Code des assurances, il a un fondement légal. Il a un fondement légal qui est celui de l'article L242-1 du Code des assurances. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, à mon sens, c'est que la jurisprudence considère que les clauses types ont un statut légal et soustrait les clauses types à la volonté des parties. La preuve en est, c'est qu'il n'est pas possible d'y déroger conventionnellement, et là-dessus, on y reviendra tout à l'heure, il y a beaucoup de jurisprudence, et encore très récente, qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de déroger aux clauses types. Donc j'aurais tendance, et c'est le petit focus que je voulais faire, mais on pourra en discuter si vous le souhaitez, on peut en discuter naturellement, à considérer que les délais donnés aux assureurs, en tout cas à l'assureur DO pour parler de nos matières, relèvent de ce fameux article 2. Voilà sur les délais. Est-ce que vous avez des questions ou des observations à faire à ce sujet avant que l'on passe à la partie suivante? Vous pouvez vous servir du chat ou lever, mais comme je ne vois pas tout le monde, comme vous êtes nombreux. Alors, peut-être que les questions viendront après, mais si tout est clair, c'est merveilleux. Eh bien, je vous propose de passer au deuxième temps qui va nous occuper longuement,
qui est jurisprudence et construction, quel changement? Vous l'avez sans doute noté, la troisième chambre civile n'a pas vraiment été confinée, elle, puisque même pendant les périodes de confinement, il y a eu des arrêts extrêmement intéressants rendus pendant cette année 2020, soit juste avant le confinement, et notamment sur les problématiques de délai. Donc, on va être obligé d'y revenir puisque c'est une jurisprudence extrêmement importante qui a été rendue par la Cour de cassation, mais également sur d'autres sujets. Donc, là-dessus, on a pris un plan assez simple qui consiste à voir dans une première sous-partie, finalement, les problématiques de responsabilité, c'est-à-dire les relations entre les intervenants à l'opération de construire, c'est-à-dire d'un côté les relations maître d'ouvrage constructeur et de l'autre les relations entre constructeurs eux-mêmes, pour ensuite voir dans une seconde partie les relations qui sont consécutives quand il s'agit de trouver un payeur, c'est-à-dire les relations avec les assureurs. Donc, c'est les relations entre les parties et la police d'assurance. Donc, c'est Daria qui va commencer par la première partie, plus particulièrement sur ces problématiques de délai. Alors, je remercie Juliette pour avoir abordé cette problématique des délais extrêmement compliquée et je pense qu'il nous réserve beaucoup encore d'interrogations, si ce n'est pas dire de surprise, du point de vue de leur interprétation jurisprudentielle. Et effectivement, on va revenir, j'ai envie presque de dire, aux choses plus simples et plus basiques, à savoir les relations entre les parties au contrat de construction et notamment à la problématique de la prescription et de la forclusion. Bon, j'ai dit plus simple, tout est relatif, bien entendu. Donc, sur les délais d'action, ça paraît une évidence, effectivement, on est en matière plutôt de la forclusion que de la prescription, dans la mesure où la garantie obligatoire, elle relève des dispositions des articles 1792 et suivants, et donc est soumis à un délai de 10 ans à compter de la réception. Ce sont des délais qui sont traités de manière différente par rapport à ceux de la prescription, dans la mesure où ils ne bénéficient pas de dispositions qui concernent justement la prescription, à savoir notamment la suspension de ces délais pendant la période de mesures d'instruction, par exemple, et d'autres dispositions sur lesquelles on reviendra si on a un peu de temps. Mais là, en fait, je préfère qu'on revienne à la jurisprudence qui a été rendue justement cette année pour la première fois depuis la loi qui est intervenue en 2008 sur les délais d'action entre les co-obligés notamment. Donc, nous sommes dans un domaine où il y avait depuis 2005 plusieurs interventions réglementaires et législatives, notamment l'ordonnance du 8 juin 2005 est intervenue pour faire partir les actions contre le sous-traitant à la date de la réception de l'ouvrage pour la durée de 10 ans pour tout dommage de nature décennale et pour la durée de 2 ans pour tout dommage affectant un élément d'équipement dissociable. Cet article-là, déjà, il a fait couler pas mal d'encre et a fait objet de plusieurs, de multiples décisions de justice. Effectivement, déjà, sur le plan de son champ d'application dans le temps, parce que l'article 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005 prévoyait que les dispositions de cette ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchés conclus après la publication de la présente ordonnance, à l'exception de celle de l'article 2, donc celui qui justement porte sur la prescription de l'action contre les sous-traitants. Donc, malgré cela, on aurait pu imaginer qu'il y a une certaine rétroactivité qui aurait pu être admise donc, au regard de ces dispositions. Tel n'a pas été
le sens des arrêts qui sont intervenus. Et donc, aujourd'hui, il convient de considérer que le nouveau délai de l'article 2270-2, qui est devenu 1792-2 du Code civil, ne s'applique qu'au marché conclu à compter du 10 juin 2005. C'est la date à laquelle l'ordonnance du 8 juin 2005 a été publiée au journal officiel. Donc, la situation avec les sous-traitants est devenue relativement claire. On sait que cette disposition a été prévue dans l'optique de l'unification des délais. Pourquoi? Parce que avant l'ordonnance, on avait parfois les situations dans lesquelles le donneur d'ordre était prescrit pour agir contre tout le monde, sauf les sous-traitants. Donc, les sous-traitants qui étaient de petites entreprises, finalement, devaient supporter la charge du sinistre sans qu'on puisse rechercher la responsabilité des entreprises qui étaient titulaires des lots concernés. Mais le législateur ne s'est pas arrêté là. La question était de savoir si on unifie, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Et donc, à l'occasion de la loi du 17 juin 2008, une nouvelle disposition a été mise en œuvre, à savoir l'article 1792-4-3. Lui, il prévoit la prescription de 10 ans à compter de la réception pour toutes les actions en responsabilité contre le constructeur. Donc, quand on connaît le contexte d'adoption de ce texte, et à savoir le besoin d'unification des délais, et quand on le lit, il est quand même libellé de manière extrêmement générale. On a plutôt l'impression que toute action contre le constructeur devrait être soumise au délai de 10 ans à compter de la réception des travaux. En pratique, toutefois, cela a amené une difficulté, puisque lorsque un des constructeurs, lui, il est mis en cause tout à la fin du délai décennal, effectivement, lui, il peut se retrouver privé de ses recours, tant à l'encontre de ses sous-traitants qu'à l'encontre des autres constructeurs intervenus sur le chantier, qui sont séco-obligés éventuellement s'ils contribuent à la survenance de même désordre. Donc, finalement, probablement dans cette optique-là, la jurisprudence a progressivement adopté, on va dire, une approche restrictive à l'interprétation de ce texte. Donc, après une certaine, on va dire, diversité de solutions qui étaient apportées par les cours d'appel, donc on avait une variété d'approches qui étaient adoptées par le juge du fond. La Cour de cassation s'est prononcée sur cette question la première fois le 16 janvier 2020 et la deuxième fois le 5 novembre 2020. Donc, on est vraiment en pleine actualité sur cette question. Donc, il retient aujourd'hui que les actions entre les co-obligés, elles, sont soumises non pas à l'article 1792-4-3, mais à la prescription de droit commun. La prescription de droit commun est aujourd'hui de 5 ans à compter de la date de la connaissance de désordre. Et donc, ce n'est pas la durée de cette prescription qui pose le problème en pratique, mais plutôt son point de départ. Parce que effectivement, nous sommes dans la matière dans laquelle nous avons la manifestation de désordre d'abord. Ensuite, on ne connaît pas tout à fait, lorsqu'il s'est manifesté, ses origines. On ne connaît pas encore les parties auxquelles il pourrait être amputé. Et puis, souvent, dans le cadre de la procédure, les mises en cause se font en cascade. Et quand les mises en cause se font en cascade, en plus, souvent en pratique, ils se font d'abord en cascade en référé et après en cascade au fond, on a quand même la multiplicité beaucoup, on va dire, points de départ qui pourraient être envisagés différents pour chacun des intervenants. Donc, ça pourrait être éventuellement sa première mise en cause à référer. Ça pourrait également être éventuellement, pourquoi pas, le dépôt du rapport final par l'expert judiciaire. Ça pourrait être également une réclamation, on va dire, pécuniaire qui est formulée à son égard dans le cadre d'une assignation au fond.
ou éventuellement dans le cadre des conclusions en ouverture du rapport. Donc, toutes ces questions, en fait, finalement, restent ouvertes parce que les deux arrêts qui sont intervenus ne l'ont pas tranché. Et ce qu'on peut relever à leur lecture, c'est que l'arrêt du 16 janvier 2020, elle évoquait plutôt comme le point de départ la date de la mise en cause, de la première mise en cause, c'est-à-dire c'était la mise en cause en référé, alors que l'arrêt du 5 novembre 2020, elle évoque la date de la connaissance de la réclamation, et donc il s'agit plutôt de l'assignation au fond. Donc ça change évidemment beaucoup de choses, sauf à supposer qu'on devrait tous revenir dans la pratique à des assignations parallèles, on va dire, en référé au fond, ne serait-ce que dans la mesure où, justement, les délais de forclusion ne sont pas suspendus pendant les mesures d'instruction. Donc, ne serait-ce que pour cette raison, probablement, les deux mises en cause pourraient être concomitantes, plus ou moins, et dans ce cas-là, la question ne va pas se poser. Mais en pratique, tout de même, bon, elle se pose régulièrement. Et effectivement, il existe aujourd'hui un aléa judiciaire très important, à mon sens, sur le fait de savoir est-ce que finalement notre action en justice contre les co-obligés elle est prescrite ou pas, et ce qu'on peut recommander aux praticiens, c'est de les régulariser au plus tôt possible, bien entendu. Parce que comme ça, au moins, on ne pourrait pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait dès la première mise en cause de notre client, à savoir, par exemple, dans le cas de référé. Qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Donc, parmi d'autres actualités, c'est aussi l'arrêt qui était rendu le 1er octobre 2020. C'est l'arrêt qui indique que le délai butoir, au sens de l'article 2232 du Code civil, n'est pas rétroactif et donc il n'est pas applicable aux situations où le droit est né avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Donc, pour tous les contrats qui sont conclus avant le 17 juin 2008, le délai butoir n'est pas applicable et donc on peut dépasser 20 ans à compter du jour de la naissance de droit. Et ça, c'est aussi quelque chose, c'est un autre, on va dire, penchant de cette problématique des mises en cause en cascade entre les co-obligés, puisque à supposer qu'il y a effectivement cette cascade d'assignation avec des périodes d'attente assez longues, on peut imaginer que la dernière personne mise en cause le soit très tardivement, voire plus tard que 20 ans, à compter du jour de la naissance du droit. Et ce n'est pas impossible encore, même au regard des marchés conclus avant 17 juin 2008, vu le temps des procédures judiciaires. Donc, ce sont des sources, on va dire, d'insécurité juridique, même si beaucoup de praticiens ont salué finalement cette jurisprudence rendue en 2020. Bon, déjà, effectivement, on peut la saluer parce qu'elle nous permet de connaître au moins le régime applicable à ces actions entre les co-obligés et les actions aussi, ce que je n'ai pas dit, qui vient de la part des tiers, notamment dans le cadre de troubles anormaux de voisinage. Et donc, on sait maintenant que les articles 1792-4 et 1792-3, eux, se limitent uniquement aux relations entre le maître d'ouvrage et les locataires d'ouvrage et les sous-traitants, on va dire aux relations verticales. Tout ce qui sort de cette relation verticale dans le cadre de l'exécution d'un contrat de louage d'ouvrage bascule, en fait, de point de vue des délais, dans le régime de la prescription, du recours. Voilà, donc ça c'est la seule certitude que nous avons, et maintenant il faut rester vigilant effectivement à toute la jurisprudence qui va progressivement se définir sur le point de départ de ces délais en matière de construction.
Et maintenant, je laisse parole à Juliette qui va aborder la problématique des conditions de l'action. Donc, il s'agit pratiquement de tout le droit de construction, en fait. Donc, un vaste sujet. Il va aborder notamment donc, les problématiques des critères et des modalités de réception, les notions du dommage futur et généralisé, la notion de l'impropriété à la destination, pour finir par les causes d'exonération du constructeur. Voilà. Donc, je lui laisse la parole. Merci Daria. Oui, en effet, le but de cette sous-partie est de dresser un inventaire pêle-mêle des principales décisions rendues par la troisième chambre civile sur les conditions de l'action. J'ai donc dû faire des choix nécessairement arbitraires, puisqu'ils sont des choix, et j'ai donc décidé de regrouper ces jurisprudences autour de 4 pôles. J'espère que vous me pardonnerez de ne pas avoir fait un plan en 2 parties. D'abord la réception, ensuite la problématique des dommages futurs et généralisés, ensuite la notion d'impropriété à destination et enfin la problématique de l'exonération du constructeur. Alors d'abord la réception. La jurisprudence de l'année 2020 a été assez, comme d'habitude, fournie pour ce qui concerne la réception des travaux et c'est à mon sens alertant et à mon sens même plus que ça alarmant, puisque ça veut dire que les problématiques de réception et notamment la réception tacite ne sont pas toujours si claires que ça. Et d'ailleurs, c'est normal. Hein. Pourquoi? Parce que quand vous lisez l'article 1792-6 du Code civil qui traite de la réception, eh bien, vous vous rendrez compte que justement le législateur de 78 a cherché à mettre un terme avec la pratique jurisprudentielle précédente en ne recevant plus la réception tacite, puisque si vous lisez cet article, vous avez un choix binaire entre d'un côté la réception expresse qui est la règle et de l'autre la réception judiciaire qui est certes soumise au temps judiciaire, mais qui est l'exception. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de réception tacite. Néanmoins, comme vous le savez, immédiatement après la loi de 78, le juge judiciaire comme le juge administratif ont repris leur ancienne jurisprudence et ont retenu la possibilité de caractériser la réception tacite des travaux qui pose beaucoup de problématiques en pratique, notamment pour la fixation du point de départ des délais, puisque, vous le savez aussi, c'est la réception qui marque le point de départ du délai, comme vient de le rappeler Daria. Alors, 2 points sur la réception. D'abord, la réception tacite, et puis enfin, je n'ai pas pu résister à vous faire un petit appendice sur la réception par l'eau, puisque la troisième chambre civile vient de rendre un arrêt sur cette question. Est-ce que vous pouvez, Chess Lexbase, passer au slide d'après? Merci beaucoup. Donc, cette réception tacite, eh bien, cette réception tacite, elle est définie, c'est-à-dire qu'a priori, ça a l'air simple, puisque la jurisprudence parle depuis le départ de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Donc, ça veut dire que quand on arrive à caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, il est possible de caractériser la réception tacite des travaux. Alors, partant de ce postulat a priori clair, il y a 2 zones d'ombre qui apparaissent immédiatement à la lecture de la jurisprudence. La première, c'est que, même si c'est une technique de raisonnement, par un arrêt du 13 juillet 2016, que tout le monde avait mis sur le compte de la forte chaleur, puisque c'était très clair, il faisait très très chaud, ou des vacances judiciaires en se disant c'est forcément un juge de permanence. Et bien dans cet arrêt du 13 juillet 2016, numéro 15, il n'est pas dans le slide, vous pouvez rester sur le slide, numéro 15-17-208, et bien dans cet arrêt, la haute juridiction avait fait une interprétation a contrario de son principe, c'est-à-dire qu'elle avait fait une interprétation a contrario d'elle-même, en disant que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage
faisait obstacle à toute caractérisation de la réception tacite. Et là, on s'était dit, wow, comment est-ce qu'on interprète ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'à partir du moment où le maître d'ouvrage fait un courrier en disant « les travaux sont mal faits », ce qui arrive quand même quelquefois dans certains dossiers, eh bien, il ne peut pas y avoir de réception tacite. Ça serait forcer finalement le constructeur à être un petit peu sous le joug du maître d'ouvrage, et on sait que parfois ce maître d'ouvrage, il abuse, pour reprendre un terme juridique, il abuse de son droit de ne pas réceptionner, et parfois il faut un peu le forcer pour que l'ouvrage ou l'élément d'équipement est parfaitement réceptionnable. Donc on s'était dit que c'était un arrêt d'espèce qui n'allait pas forcément prospérer. Eh bien, que nenni, puisque dans 2 arrêts rendus en 2020, un arrêt rendu le 5 mars 2020, qui est sur le slide avec le lien, et un autre arrêt rendu le 23 mars 2020, qui doit être sur le slide d'après. La haute juridiction a maintenu son approche à contrario en disant que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de ne pas recevoir l'ouvrage fait obstacle à la caractérisation de la réception tacite. À mon sens, cette jurisprudence est très contestable, puisque à chaque fois, finalement, on se retrouve avec des faits similaires d'un maître de l'ouvrage qui se sert de désordres, qui sont parfois assez bénins, pour faire obstacle et pour empêcher la caractérisation de la réception tacite. Et pour moi, ça n'a pas de sens, puisque, comme vous le savez, la réception, ce n'est pas l'achèvement d'ouvrage. On peut parfaitement réceptionner un ouvrage inachevé. La haute juridiction le rappelle régulièrement. Donc, il ne devrait pas y avoir ça. C'est-à-dire que plaider la volonté non équivoque de recevoir ne devrait pas se heurter forcément à des courriers qui sont très fréquents entre les parties sur quelque chose qui est mal fait, une malfaçon, une non-façon ou des désordres de finition. Voilà, ça c'est mon opinion. Donc, ça veut dire que dès lors, ça veut dire que ça se plaide, quoi. Ça veut dire que si vous avez dans votre dossier des éléments qui font que le maître d'ouvrage a contesté les travaux, a refusé de payer le prix, par exemple, ce qui est aussi très fréquent, eh bien, ça peut caractériser sa volonté de ne pas recevoir l'ouvrage et donc faire échec à la réception tacite. Parallèlement à ce premier temps de jurisprudence, à mon sens contestable, il y a un deuxième mouvement jurisprudentiel qui a été initié l'année dernière et qui a été perpétré cette année, qui est ce que certains ont appelé la présomption de réception tacite. Ça veut dire que la jurisprudence, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a bien compris que cette technique du faisceau d'indices qui permettait de caractériser la réception tacite, cette fameuse volonté du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage. Alors, les faisceaux, quels étaient-ils? L'achèvement des travaux, le paiement du prix, la prise de possession, la remise des clés. Bref, tous ces éléments-là qu'il fallait combiner entre eux, je vous rappelle, puisqu'on nous disait toujours qu'il fallait jouer à Tetris, qu'un élément était insuffisant en lui seul, et qui du coup créait une relative insécurité juridique, parce qu'on ne savait pas dans quel cas ça allait matcher et dans quel cas ça n'allait pas matcher. Eh bien, depuis l'année dernière, la haute juridiction nous dit, bon, on maintient la technique du faisceau d'indices, néanmoins, lorsqu'il y a paiement du prix plus prise de possession des ouvrages ou d'éléments d'équipement, ça vaut présomption de réception tacite. Et ça, c'est évidemment une bonne chose, ça nous simplifie un petit peu la vie, d'autant que la haute juridiction l'a rappelé dans un arrêt rendu le 25 juin 2020. Donc maintenant, on doit en avoir entre 5 et 10 des arrêts sur la présomption de réception tacite. Donc, on peut considérer qu'on a une jurisprudence bien établie qui est très utile en pratique puisqu'elle vient donner des clés tout simplement aux praticiens qui doivent soit en amont rédiger des contrats ou prévoir ce type de situation, soit en aval gérer des contentieux. Le deuxième temps sur la réception sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la réception par lot. La réception par lot pose un problème en lui-même, c'est que quand on prend lecture de l'article 1792-6 du Code civil, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a qu'une réception possible. C'est ce qu'on appelle le principe d'unicité de la réception, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'une réception pour tous les travaux. Or, en pratique, on sait très bien que dans plein de cas, ce n'est pas le cas.
Par exemple, les réceptions par phase, lorsqu'on est sur des opérations de construction d'envergure. Par exemple, des réceptions par tranche, lorsque là encore, souvent, on est dans des opérations d'envergure. Et puis, la question s'est posée de savoir si la réception par lot était possible. Il y a une réponse, alors par lot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on réceptionne le lot gros œuvre, par exemple, et puis après, on réceptionne le lot CVC. Alors, pourquoi la question, elle se pose? Parce que, évidemment, ça crée autant de points de départ de délai qu'il y a de réception. Donc, ça ne simplifie pas les choses, hein, ça c'est sûr. Néanmoins, c'est possible. L'arrêt qui a un peu fait mouche sur le sujet, c'est un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 2 février 2017, où la haute juridiction nous avait dit très clairement qu'une réception par lot, c'était possible, mais qu'une réception partielle à l'intérieur d'un même lot, là, ce n'était pas possible. Et elle vient de confirmer cette position par un arrêt rendu le 5 novembre 2020, sur lequel je voulais attirer votre attention. Donc maintenant, on a quand même deux jurisprudences très claires sur la possibilité de réceptionner par lot. Et en plus, cet arrêt du 5 mars 2020, je vous encourage à sa lecture, puisqu'il combine une réception par lot avec la réception tacite. Ça veut dire qu'il est possible de réceptionner tacitement un lot. Je n'en dis pas plus, je vous laisse lire les subtilités de l'arrêt rendu par la 3e chambre civile sur le sujet, mais vous allez voir, ça crée des nœuds au cerveau, parce que réceptionner tacitement un lot, waouh! Alors, sur les conditions de l'action, deuxième grand temps, le dommage futur. Alors, le dommage futur, c'est un serpent de mer. Pourquoi c'est un serpent de mer? Parce que, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est dérogatoire au droit commun des obligations, puisque en droit commun, on a dû tous apprendre en deuxième année, pour moi, mais je pense que c'est toujours en deuxième année, on a dû tous apprendre en deuxième année que le dommage futur était réparable dès lors qu'il était certain. Et du coup, ça voudrait dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il survienne dans le critère de gravité décennale. Il faut être juste certain qu'il produira des effets de gravité décennale à plus ou moins long terme, c'est-à-dire potentiellement postérieurement après ce délai. Et vous le savez, la haute juridiction dit non depuis très longtemps en disant que le délai décennal, c'était un délai d'action. Donc oui, il faut agir, il faut interrompre la prescription, mais c'est aussi un délai d'épreuve. Ça veut dire que le critère de gravité du désordre décennal doit lui-même se produire dans le délai de 10 ans. Donc ça veut dire, et puis la doctrine avait beaucoup glosé sur le sujet, donc ça veut dire que si vous êtes en expertise, par exemple, à 3 ans après la réception et que vous avez une fissure, eh bien, ça veut dire que l'expert doit se prononcer sur le caractère structurel ou non de la fissure ou sur le fait qu'il s'agit d'une fissure esthétique avec, je dirais, un caractère définitif. C'est-à-dire que même si aujourd'hui la fissure n'est que esthétique, il doit dire oui, mais avant l'expiration du délai de 10 ans, elle deviendra structurelle, par exemple. Donc, ça veut dire que le critère de gravité décennale doit être rempli avant l'expiration du délai de 10 ans. Donc, ça veut dire que clairement, c'est une dérogation par rapport au droit commun. Le deuxième point qui était gênant par rapport à la jurisprudence sur le dommage futur, enfin qui est gênant à mon sens, c'est qu'elle ne l'applique pas à tout. Et là, pour moi, ça crée une insécurité juridique. Si on prend l'exemple de toute la jurisprudence sur l'application de la décennale aux défauts de conformité, par exemple, aux règles parasismiques. Je vous donne un exemple qui est classique, hein, il y a une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Si une maison ne respecte pas, une maison ou un appartement ou que sais-je, si une construction ne respecte pas la réglementation parasismique, la jurisprudence considère que c'est un dommage qui est susceptible de relever du champ d'application de la décennale. Or, bien souvent, je ne dirais pas dans la totalité des cas, parce que nous avons la chance en France d'être finalement peu exposés au séisme, la maison ne s'est pas écroulée. C'est-à-dire que vous avez juste des maîtres d'ouvrage qui viennent dire qu'il y a un non-respect aux règles parasismiques, mais il n'y a pas eu de mouvement de sol ou de séisme. Eh bien, dans ce cas-là, la jurisprudence considère quand même
que le désordre est de nature décennale, en reprenant à chaque fois la même chose, en disant que si le séisme se produit et que la construction ne tient pas, et bien nécessairement il y a une atteinte à la solidité et que donc la décennale s'applique. Mais là, elle ne parle jamais du dommage futur. Donc ça veut dire qu'on a l'impression quand même qu'il y a plusieurs schémas applicables, et ça, à mon sens, ça crée une relative insécurité juridique. Pour autant, je dois être la seule à penser ça, puisque la haute juridiction a confirmé, archi-confirmé et réaffirmé sa position, notamment dans un arrêt rendu le 25 juin 2020, en disant que le dommage futur devait, pour être réparé sur le terrain décennal, non seulement faire l'objet d'une interruption de prescription, c'est-à-dire d'une assignation dans le délai décennal, mais encore produire le critère de gravité dans le délai décennal. Et l'autre intérêt de cet arrêt, c'est qu'il concernait aussi la problématique du dommage généralisé, puisque vous le savez aussi, et c'est aussi un exemple dans cette jurisprudence, que le dommage peut en lui-même ne pas être hyper grave, mais qu'en revanche, s'il est généralisé, eh bien, ça peut caractériser une impropriété à destination, c'est-à-dire que la généralisation du désordre participe incontestablement aux critères de propriété à destination. Et dans cette jurisprudence, il y avait le mélange des deux. Il s'agissait non seulement d'un dommage futur, mais qui était aussi généralisé. Alors, le troisième temps de la discussion de ce propos sur les conditions de l'action, c'est l'impropriété à la destination. Je n'ai pas pu résister à vous parler de ça, parce que l'impropriété à destination, c'est un peu la tarte à la crème. C'est-à-dire que pour reprendre les bases, dans l'article 1792 du Code civil, vous avez en théorie, je dis en théorie, puisque comme vous le savez, la jurisprudence a ajouté un troisième critère qui est celui de l'atteinte à la sécurité des personnes, mais vous avez en théorie deux cas de gravité décennale. D'un côté, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'éléments d'équipement, et j'ai envie de dire que c'est une notion qui semble à peu près objective, mais de l'autre, l'impropriété à destination, et c'est toujours par le truchement de la notion d'impropriété à destination que la jurisprudence passe pour étendre de façon significative le champ d'application de la responsabilité, notamment décennale, enfin décennale d'ailleurs, notamment, des constructeurs. Et on se demande un petit peu aujourd'hui ce qui ne serait pas impropre à sa destination, puisque les juges retiennent à la fois une conception objective et une conception subjective. Si bien que vous voyez plusieurs auteurs qui disent c'est une notion fourre-tout, dès qu'on plaide l'impropriété à destination, ça passe, etc., etc. Bon, alors, je vous avouerai que j'avais tendance à être d'accord avec ces personnes-là, puisque c'est vrai que quand on développe bien ça devant un juge, et notamment les jurisprudences en termes de chauffage, j'en dans l'instant, sont à cet égard assez significatives, on se rend compte que les juges du fond, puisque c'est une question qui relève de la libre appréciation des juges du fond, la haute juridiction n'exerce qu'un contrôle de motivation, eh bien, les juges du fond font du cas par cas, donc c'est un petit peu impossible de prévoir à l'avance si on va être en décennale ou pas. Il y a eu quand même deux décisions rendues en 2020 qui ont refusé de caractériser l'impropriété à destination, donc c'est suffisamment rare pour être noté. D'abord, un arrêt rendu le 5 mars 2020, où la haute juridiction, pour un système de chauffage et de climatisation, donc c'est, je dirais, double bonus, parce que normalement, pour le chauffage et la clim, notamment pour l'habitation ou des immeubles à usage de bureaux, la haute juridiction est quand même particulièrement sévère, pour ne pas dire plus, c'est-à-dire que dès que ça dysfonctionne un petit peu tout de suite, c'est impropre à sa destination. Et bien là, la haute juridiction a considéré que les dommages ne généraient qu'un inconfort et qu'ils n'étaient pas caractérisables d'une impropriété à destination et a refusé, enfin a considéré que les juges du fond avaient bien fait de refuser la décennale. Autre exemple, civil 3e, 17 septembre 2020,
où là, il s'agissait encore d'un défaut d'isolation thermique cette fois-ci, et la jurisprudence a voulu dire que la décennale ne s'appliquait pas, que la surconsommation d'énergie alléguée était en elle-même insuffisante. Mais en dehors de ces deux arrêts, qui sont tout à fait rares et qui méritent d'être relevés, puisque alors, certains ont déjà commencé à dire vers une plus grande fermeté, etc., je suis pas sûre, parce que pour deux raisons. La première raison, c'est que les juges ont de plus en plus tendance à rentrer dans le détail de ce qu'ont voulu les parties, c'est-à-dire prennent de plus en plus d'attachement à la destination contractuelle du bien pour caractériser l'impropriété à destination et la pratique elle-même. Alors, quelles sont les références de l'arrêt? C'est sur le PowerPoint que je vous donnerai même le lien pour répondre à la question qui vient d'être posée. Et donc, les praticiens se sont même eux aussi adaptés en venant parfois définir la destination de l'ouvrage. Et ça, d'ailleurs, ça peut être parfois un peu source pour les assureurs parce qu'ils ne sont pas forcément au courant que dans les contrats de travaux, il peut y avoir une caractérisation de la destination qui vient, je dirais, faciliter l'application de la responsabilité décennale des constructeurs, puisque les assureurs n'ont pas ces contrats-là dans leur escarcelle. Alors, preuve quand même que la décennale et que l'impropriété à destination est souplement appréciée, c'est que la jurisprudence continue, et à mon sens c'est critiquable, continue à alterner entre une conception objective et une conception subjective de la notion d'impropriété à destination. Alors une conception subjective, ça veut dire qu'elle viendrait prendre en compte l'usage normal du bien tel qu'ont voulu les parties, c'est-à-dire qu'on prend en compte le sujet, et la considération objective, c'est par rapport à une normalité, par rapport à un maître d'ouvrage normal. Et là, à mon sens, on rentre dans une notion plus ou moins ésotérique qui relève du don divinatoire. Parce que le maître d'ouvrage normal, moi je ne connais pas, c'est qui? C'est Madame Michu ou c'est Kaufmann et Broad? C'est compliqué. Et l'usage normal, c'est pareil. Quand vous savez qu'en droit commun, ils ont abandonné la notion du beau-père de famille, je ne vois pas pourquoi on continue à appliquer ce type de critères en construction. Alors, exemple de la persistance, pour ne pas dire de la perdurance de cette conception objective, eh bien, par exemple, civil 3e 14 mai 2020, où la haute juridiction a considéré que l'inondation répétée d'une cave caractérisait une impropriété à destination et rendait l'ouvrage susceptible de relever de la décennale en disant très clairement que normalement une cave n'avait pas vocation à être inondée. Certes, une cave n'a pas vocation à être inondée, mais de là à dire que ça entraîne l'application de la décennale, c'est un autre sujet. Et bien sûr, un autre exemple, civil 3e, 14 mai 2020, où là, il y avait un non-respect d'un DTU, donc document technique unifié sur une norme d'étanchéité. Et bien là aussi, la haute juridiction avait dit que le simple non-respect de ce DTU suffisait sans même aller plus loin, à caractériser une impropriété à destination. Et puis, en même temps, il y a d'autres arrêts où on se réfère à une notion plus subjective, une notion par référence à l'affectation telle que l'ont voulu les parties, par rapport à leurs stipulations contractuelles ou à ce qu'elles ont décidé entre elles. J'ai un exemple d'ailleurs pour la cave. Donc, c'est intéressant de mettre ces deux arrêts en parallèle. D'un côté, l'arrêt du 14 mai 2020 et de l'autre, un arrêt rendu quelques mois avant, la troisième chambre civile nous laisse après, le 5 décembre 2019, où là, on vous dit que pour une cave, justement, il faut tenir compte de ce qu'ont voulu les parties et que l'impropriété à destination s'apprécie par rapport, je lis l'attendu, à la destination découlant de son affectation telle qu'elle résulte de la convention des parties. Donc, on est pour ce même exemple de la cave dans deux situations différentes. Et puis encore dernièrement, où dans un arrêt rendu le 12 novembre 2020,
la haute juridiction est venue dire que pour un système de climatisation, que l'impropriété à destination était caractérisée puisque le fonctionnement était anormal et que les parties étaient gênées. Donc, ça veut dire qu'on a une vraie alternance entre prise en compte objective et prise en compte subjective, ce qui, pour moi, ne participe pas à une sécurité juridique, puisque du coup, quand on est typiquement dans le cadre d'un désordre affectant le chauffage et la clim, pour rebondir sur les jurisprudences qui ont été citées, ce n'est pas complètement évident de pouvoir dire à son client ou à son référent quel va être le risque de condamnation dans cette affaire. Et pourtant, ça change tout, parce que dans un cas, vous avez une présomption de responsabilité et pas dans l'autre. Et puis, dans un cas, vous avez un assureur en assurance obligatoire et pas dans l'autre si vous êtes sur l'ARC et qu'il n'y a pas d'impropriété à destination. Dernier temps de ce patchwork jurisprudentiel, l'exonération du constructeur. Alors, l'exonération du constructeur, c'est un vaste sujet, puisque quand on lit les dispositions du Code civil, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas du tout sur une garantie, que le constructeur peut parfaitement s'exonérer. Et d'ailleurs, on lui laisse finalement deux façons de le faire. D'abord, par l'absence de lien d'imputabilité, puisque comme vous le savez, même s'il y a une présomption de faute, le maître d'ouvrage doit naturellement dire qu'il a mal, c'est-à-dire prouver son dommage, ça d'accord, il a généralement très peu de mal à le faire, mais il doit quand même prouver ce que la jurisprudence appelle un lien d'imputabilité entre le dommage et la mission confiée au constructeur. Donc, ce n'est pas une faute, c'est une sorte de lien de causalité entre le dommage et l'intervention. C'est-à-dire que vous pouvez, certes, les constructeurs sont responsables in solidum, néanmoins, vous ne pouvez pas appeler à la cause de l'eau espace vert s'il s'agit d'un problème de toiture. Si vous me dites que la construction est très spéciale, mais bon, a priori, il n'y aura pas de lien entre le lot espace vert et le dommage affectant la toiture. Donc, ça veut dire qu'il doit quand même y avoir un lien suffisant de rattachement entre le dommage et l'intervention du constructeur. Et ça, la jurisprudence est particulièrement claire là-dessus. Et elle l'a rappelé dans un arrêt rendu par la 3e chambre civile le 14 mai 2020 en disant que le lien d'imputabilité n'est pas présumé, c'est la faute qui est présumée sur 1792. Ça veut dire que le maître d'ouvrage doit montrer le lien et le démontrer, et que inversement, le constructeur peut s'exonérer en prouvant l'absence de lien entre le désordre constaté et son intervention. Parallèlement à cela, le constructeur peut s'exonérer très classiquement, puisqu'il est présumé responsable, ce n'est pas une garantie, on n'est pas sur un biennal, donc le constructeur il peut s'exonérer en prouvant la cause étrangère. Alors la cause étrangère, elle répond à un triptyque, comme vous le savez, puisqu'il y a la force majeure, qui est quasiment jamais retenue, le fait du tiers, qui est aussi très compliqué à retenir, mais aussi par la faute de la victime, c'est-à-dire dans notre matière, la faute du maître d'ouvrage. Et là c'est un des rares angles sur lesquels le constructeur peut avoir une prise pour aller chercher soit une exonération totale, soit une exonération partielle de responsabilité. Néanmoins, la jurisprudence est extrêmement restrictive quant à l'admission de cette faute du maître d'ouvrage, et elle vient encore de le prouver par un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 23 septembre 2020. Et en l'espèce, il était plaidé l'acceptation délibérée des risques par le maître d'ouvrage. Et la haute juridiction a rappelé les critères de l'acceptation délibérée des risques en disant que le maître de l'ouvrage doit être un professionnel, c'est-à-dire qu'il doit comprendre ce qu'on lui raconte, sachant que la jurisprudence est extrêmement stricte sur ce caractère de professionnel. Ensuite, le maître d'ouvrage doit avoir été informé de ces risques, donc ça veut dire qu'en clair, il faut un mail du constructeur en disant « attention, attention, si vous utilisez tel matériau, il va y avoir tel désordre ou il risque de survenir telle conséquence ».
Et il faut que le maître d'ouvrage réponde en disant oui, oui, j'ai bien conscience de cela, mais allez-y quand même. Donc, ça reste quand même très compliqué à réunir en pratique. Et enfin, il faut que le comportement du maître d'ouvrage, et c'est ce sur quoi insiste cet arrêt, et ce n'est pas novateur, mais c'est un angle d'accroche qui rend encore plus difficile l'admission de l'action, puisque dans cette jurisprudence, la haute juridiction a rappelé que le comportement du maître d'ouvrage devait être la cause directe des désordres de nature décennale. Alors là, ça devient carrément plus que compliqué à démontrer, et en l'espèce, il s'agissait de réalisation de travaux de soutènement des talus, et le constructeur avait demandé l'avis d'un géotechnicien et une étude géotechnique, et le maître d'ouvrage était une SCI. La haute juridiction a considéré que de toute façon, le refus du maître d'ouvrage n'était pas la cause directe. Et donc, il n'y a pas eu d'exonération possible. Donc, à partir de là, on se demande un petit peu finalement si eh bien, cela ne vient pas rajouter une condition à l'émission, à la prise délibérée des risques par le maître d'ouvrage qui rend un petit peu impossible finalement cette exonération du constructeur. Donc voilà, assez rapidement dressé les jurisprudences très récentes sur les conditions de l'action. Et nous passons à la deuxième partie, et la mienne va être très courte, et Daria développera, qui a déjà beaucoup parlé, sur jurisprudence construction, quel changement relatif aux exclusions de garantie, c'est-à-dire cette fois-ci dans les relations avec l'assureur, parce que c'est évidemment une partie qui est plutôt connexe, qui est essentielle dans notre activité. Alors, sur les exclusions de garantie, je voulais alerter tout simplement sur une jurisprudence rendue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 5 novembre 2020, puisque dans cet arrêt, la haute juridiction est venue rappeler deux choses. Elle est venue rappeler d'abord qu'une clause d'exclusion ne pouvait être valable que si elle est formelle et limitée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être susceptible d'être interprétée et elle ne doit pas porter atteinte au fond substantiel de la police. Et ça, à mon sens, c'est rarement plaidé dans le domaine de la RC Construction et ça mériterait de l'être plus. Il y a pas mal de jurisprudence quand même sur l'exclusion du produit de l'assuré, mais sur les autres clauses d'exclusion, il y en a moins et c'est dommage parce que la jurisprudence applique la fameuse phrase selon laquelle le doute profite à l'assuré. Et donc, quand ces clauses, moi je le soulève systématiquement quand j'ai une clause d'exclusion, je me dis qu'il ne tente rien à rien, donc c'est pas très grave de le tenter. Voilà, et ça passe quand même parce que ça passe parfois, parce que ça permet une voie de sortie au juge qui est assez facile à trouver, puisque finalement c'est une question qui relève de sa libre appréciation. Et puis le caractère formel, ça y est facile à dire, mais limité, et pas susceptible d'interprétation. Vous, en tant que juriste, vous saviez mieux que personne, tout s'interprète en droit. Donc, rien que là-dessus, normalement, toutes les clauses d'exclusion, n'en déplaise aux assureurs, sont sujettes à interprétation. C'est quand même assez rare. Et d'ailleurs, même quand il y a des définitions et un lexique en amont des polices, je pense par exemple à la problématique des DINC, on voit bien que tout s'interprète et que même quand il y a une définition des DINC dans la police, généralement, on ne comprend rien. Donc, ça veut bien dire, on comprend rien, j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc, on voit bien que ça pose des problèmes de compréhension et du coup d'interprétation. Donc, dans cet arrêt, la jurisprudence le rappelle. Et puis, il y a un autre arrêt qui a été rendu à cette même date, le 5 novembre 2020, où la jurisprudence rappelle également que les polices d'assurance ne peuvent pas déroger aux clauses types. Alors vous allez me dire c'est la tarte à la crème, oui, mais ça fait quand même parfois du bien de le rappeler parce que je ne sais pas vous comment vous faites dans votre quotidien, mais je n'ai pas toujours le réflexe d'aller vérifier si la virgule, au mot près, la clause ne contrevient pas aux clauses types.
Donc, ça vaut le coup d'aller le vérifier. Voilà ce que moi je voulais dire sur les exclusions, et Daria, elle va parler beaucoup plus longuement puisqu'elle va aborder une très belle problématique sur les conditions de garantie qui ont fait l'objet d'une jurisprudence particulièrement nourrie en cette année 2020. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je voulais juste rebondir sur la problématique des dommages futurs et sur la problématique de l'impropriété à la destination. Dans notre matière, la jurisprudence est très riche et je pense qu'il ne faut surtout pas être ni défaitiste, ni rester sur nos acquis parce que tout est sujet d'une évolution constante, fort heureusement d'ailleurs. Et aussi, à mon sens, ces problématiques qui sont finalement très techniques en ce qui concerne les désordres, la définition de désordres futurs certains ou de la qualification de la propriété à la destination, finalement, ce sont des problématiques qui doivent être traitées de manière, je pense, très proactive dans le cadre des opérations d'expertise, parce qu'on peut parfois obtenir l'avis de l'expert judiciaire qui va, en fait, sur le fond, remettre en cause pratiquement la jurisprudence de la Cour de cassation sur certains sujets, notamment par exemple sur les sujets de non-conformité en matière de l'incendie, de sécurité incendie par exemple, parce que la jurisprudence part du principe que ces non-conformités engendrent automatiquement l'insécurité pour les personnes qui investissent l'ouvrage. En revanche, si c'est l'avis contraire de l'expert judiciaire, je pense qu'on pourrait essayer aussi, en tant que des praticiens, à amener la Cour de cassation d'aller un peu plus loin dans sa réflexion et d'affiner sa jurisprudence sur ces nombreux sujets. Et en fait, en est la preuve justement la problématique que je vais aborder à l'instant même, à savoir donc la problématique de la déclaration du chantier, qui est souvent prévue en tant qu'une des conditions de garantie dans les polices, d'architectes presque systématiquement et parfois même dans les polices des constructeurs. Donc, les polices d'assurance de la responsabilité civile d'architecte conditionnent très souvent l'application de leur garantie à la déclaration de chaque chantier. Donc moi, en fait, personnellement, j'imagine il y a un petit le vocabulaire, ça dépend de point de vue de chacun, mais moi, je dirais qu'il ne s'agit même pas des polices d'abonnement, il s'agit des polices d'abonnement à aliments, parce que ce sont des polices vraiment, parfois, que certains appellent même les polices cadres. Ce sont des polices qui sous-entendent que chaque chantier devrait être déclaré pour qu'il puisse être pris en charge par l'assureur, à la différence des polices d'abonnement un peu plus classiques à mon sens, celles des constructeurs. Là, tous les chantiers pour la période concernée rentrent dans la couverture assurantielle, à l'exception de celles qui sont un peu plus exceptionnelles, qui dépassent au niveau des montants ou au niveau de leur modalité d'exécution la couverture prévue. Donc, le Code des assurances prévoit les différentes sanctions dans les différentes dispositions qui concernent les sanctions de l'absence de déclaration de risque ou de l'absence de déclaration de l'aggravation de risque. Notamment, on peut citer donc l'article L 113-10 qui, lui, il prévoit juste l'augmentation proportionnelle de la prime par rapport à l'aggravation du risque survenu, et aussi les articles L 113-8 qui prévoient la possibilité de la nullité de la police, ou l'article L 113-9 qui porte sur la réduction proportionnelle de l'indemnité. Donc, ce sont des dispositions qui prévoient des sanctions bien différentes, et effectivement, en pratique, ce sont
des sujets qui doivent être tranchés par les juridictions saisies pour savoir quelles en fait, sanctions devraient finalement être appliquées en l'espèce, dans la mesure où, dans la plupart des cas, les assureurs des architectes, parce que là, c'est la jurisprudence, on va dire, qui porte quasi systématiquement sur ce type de police, il prévoit l'absence de garantie dans l'hypothèse de l'absence de déclaration de chantier. Donc, la jurisprudence, on va dire, a beaucoup évolué et aujourd'hui, cette année, on a eu une dizaine, voire plus d'arrêts nouveaux sur le sujet, avec des solutions d'ailleurs nouvelles qu'on va aborder. Mais je voulais revenir donc au début de cette histoire. Donc, initialement, effectivement, la Cour de cassation a accepté on peut se prévaloir de l'article L113-9 du Code des assurances, mais à condition que les dispositions de l'article L113-10 du Code des assurances ne sont pas visées dans la police. Donc, et cela a amené ensuite à une pratique un peu particulière, donc à une pratique d'aménagement contractuel des dispositions de l'article L113-9 du Code des assurances, parce que lui, il ne prévoit que la réduction proportionnelle de l'indemnité, et les praticiens, finalement, l'ont aménagé pour prévoir l'absence de garantie, mais sous l'égide de cette réduction proportionnelle, qui est tout à fait sur le principe contestable, mais a été accepté uniquement sous l'angle de la liberté contractuelle des parties. Et tout cela malgré le domaine aussi particulier que le domaine d'assurance, qui est quand même régi par les dispositions souvent d'ordre public. Donc, en l'occurrence, l'article L113-9 du Code des assurances n'en fait pas partie et peut être aménagé contractuellement. Donc, déjà, pour entrer un peu en la matière, je voulais aborder l'arrêt ultra récent, on va dire, qui était rendu sur ce sujet le 26 novembre 2020. Il s'agissait donc effectivement de cette problématique de la non-déclaration de chantier. Les maîtres d'ouvrage particuliers ont confié la maîtrise d'œuvre d'aménagement de leur appartement à la société d'architectes. Et en fait, suite à un abandon des travaux de sa part, ils ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société d'architectes et de son assureur. Donc là, c'est très important parce qu'il s'agit de l'application de la garantie facultative. Vous verrez que dans la plupart des arrêts que je vais citer à partir de 2004, il s'agit de l'application de la garantie facultative, à l'exception de quand même 2 cas que j'ai pu identifier et dont je vous parlerai. Donc, l'assureur a opposé la non-garantie totale en absence de déclaration de chantier. La Cour d'appel a fait droit à la position de non-garantie de l'assureur et la haute juridiction, cette fois-ci, a dit qu'elle ne partage pas l'avis de la Cour d'appel parce qu'elle estimait que même si les dispositions de l'article L113-10 du Code des assurances ne sont pas directement visées dans la police, il appartient aussi au juge du fond de vérifier que le mécanisme prévu par cet article ne soit pas repris dans la police en substance. Donc là, il s'agit d'une précision d'une importance quand même assez, je trouve, colossale parce que effectivement, il a un ressort la volonté de la haute juridiction de restreindre le champ d'application de son jurisprudence constante qui validait plutôt les clauses portant sur l'absence de garantie en absence de déclaration de chantier. Donc, ces clauses-là sont réputées opposables aux tiers, même s'ils ne sont pas visés dans l'attestation d'assurance. Il s'agit de l'application de l'article L112-6 du Code des assurances et de la jurisprudence constante rendue sur ce point, donc notamment l'arrêt très récent du 5 mars 2020. Ces références sont dans le PowerPoint qui est sous vos yeux. Donc,
Ce qui est important aussi, cette année, la Cour de cassation, dans son arrêt qui était rendu le 25 juin 2020, a écarté l'application de cette clause lorsqu'il a estimé que l'assureur concerné n'a pas su prouver l'absence de déclaration de chantier. Dans le cas de la procédure, en fait, ce qui est important de préciser qu'en l'espèce, le constructeur était non comparant, donc lui, il n'a pas contesté l'absence de déclaration et l'assureur concerné a versé au débat les formulaires de déclaration de chantier pour les différentes années, mais pas pour l'année concernée par le chantier en question. Donc, l'attitude de l'assureur a été très lourdement sanctionnée par la Cour de cassation, qui a dit que la charge de la preuve de mission de la déclaration incombe à l'assureur et donc il appartient à lui de prouver systématiquement que le chantier ne lui a pas été déclaré. C'est quand même un élément important, effectivement, dans l'hypothèse où l'assuré est en liquidation judiciaire ou pour une autre raison, il ne compare pas et donc on ne peut pas apporter de la contradiction sur ce point. Donc, cette sanction, la validité de cette sanction a été validée à partir de la jurisprudence qui était rendue le 4 novembre 2004. Et ensuite, la teneur de l'arrêt fluctuait en fonction de la teneur des clauses. Parce que parfois, on était juste en présence de la référence simple à l'article L113-9, et parfois, on était en présence des clauses aménagées qui prévoyaient l'absence de garantie. Donc, il faut quand même être clair, même si ça va de soi, mais la Cour de cassation le précise à plusieurs reprises, et notamment dans les arrêts qui étaient rendus courant 2016, mais aussi plus récemment, que si la police ne fait que renvoyer à l'article L113-9, il ne peut pas avoir de l'absence de garantie. Ça ne suffit pas. Donc, le cas échéant, si les autres conditions sont réunies, à savoir l'absence de référence dans la police à l'article L113-10 et la démonstration de l'absence de déclaration de chantier, il est possible toutefois d'appliquer la réduction proportionnelle. Mais la réduction proportionnelle va être appliquée selon les règles de la réduction, à savoir qu'il y aura vraiment juste en fonction de la prime qui était payée et delta avec la prime payée, la prime qui aurait dû être payée si ce chantier était déclaré, donc la réduction proportionnelle de l'indemnité, ce qui n'est pas du tout la même sanction que celle de l'absence de garantie. Donc, ça nous amène aussi à être très vigilants au regard de la rédaction du wording des polices qui sont en cause. Donc, il ne faut pas hésiter à les relire pour vérifier finalement ce à quoi peut prétendre l'assureur en question. Donc, à partir de 2019, on a quand même une jurisprudence abondante sur ces sujets. Je ne vais pas faire point sur chaque arrêt parce qu'ils sont plus ou moins similaires sur l'aspect qui nous intéresse, à savoir donc effectivement l'aménagement contractuel de l'article L113-19 aboutissant à l'absence de garantie et en absence de déclaration. Donc, on avait l'arrêt qui était rendu le 27 juin 2019. Le 5 mars 2020 qui nous rappelle à nouveau l'opposabilité de cette clause au tiers, même en absence de cette précision dans l'attestation d'assurance. Et les deux arrêts sur lesquels nous reviendrons qui ont été rendus le 1er octobre 2020. Ces deux arrêts sont d'une importance colossale et on va les traiter en tant que tempérament finalement récent de la jurisprudence de la Cour de cassation, au même titre que l'arrêt qui était rendu le 26 novembre dernier. Donc, dans ces deux arrêts, dans un premier temps, la Cour de cassation reconnaît la validité de ces clauses d'aménagement qui prévoient l'absence de garantie. Et dans le deuxième temps, il prévoit les conditions de leur application et surtout évoque la possibilité de la responsabilité civile d'assureur
lorsqu'il a délivré son attestation d'assurance sans avoir vérifié que les conditions de garantie sont réunies. Donc, nous avons plusieurs apports de cette jurisprudence récente de la Cour de cassation. Et en fait, ce qui est très intéressant aussi, que dans un arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation précise expressément qu'il ne s'agit pas de l'application des garanties obligatoires, mais uniquement des garanties facultatives. Et ça, c'est un vaste sujet. Hein. C'est un vaste sujet parce que effectivement, certains auteurs nous ont indiqué que effectivement, il s'agit de la pratique qui pourrait être acceptée également en matière de garantie obligatoire. Parce que finalement, on est un peu sur les notions qui ne sont pas visées directement, qui ne sont pas directement écartées par les clauses types sur lesquelles peut-être Juliette reviendra. Mais du coup, les autres estiment quand même que cela remet en cause les clauses types et peut aboutir à l'absence de garantie décennale, alors même qu'il aurait dû être régularisé, et à la responsabilité civile, à la responsabilité pénale des gérants de la société de construction concernée. Donc, j'ai retrouvé que 2 arrêts finalement qui ont été rendus en matière de la responsabilité décennale, à savoir l'arrêt qui était rendu le 5 décembre 2005. Je ne sais pas si je vous ai donné ces références, c'est 98-14-102, et deuxième arrêt dans lequel on ne voit pas vraiment en quel domaine elle intervient, mais si on revient à la décision qui était rendue par la Cour d'appel, on a l'impression qu'il s'agit plutôt donc, de la garantie obligatoire. C'est l'arrêt qui était rendu le 13 juin 2019, et son numéro c'est 18-10.022. Donc, mais la doctrine a quand même salué dans la majorité l'arrêt de la Cour de cassation qui était rendu le 1er octobre 2020 sur ce point. Il s'agit de l'arrêt avec le numéro de pourvoi 19-18.165 pour la distinguer de l'autre arrêt rendu le même jour, puisque donc il précise que le contrat en l'espèce, la problématique ne relève pas de l'assurance obligatoire. Et selon la doctrine, c'est probablement en prémisse à la nouvelle jurisprudence de principe pour écarter ce type de clause lorsqu'il s'agit des problématiques relevantes de l'assurance obligatoire. Donc, il convient, je pense, aux praticiens finalement et à nous en tant que les conseils d'être très vigilants sur ce point et essayer en tout cas de soulever qu'il convient d'écarter ce type de clause lorsqu'il s'agit, et quand c'est dans l'intérêt bien entendu de nos clients, lorsqu'il s'agit de garanties obligatoires, pour voir comment la jurisprudence va évoluer sur ce point. Si les dispositions de l'arrêt du 1er octobre 2020 sur ce point se confirment. Ensuite, dans le même arrêt, ce que j'ai déjà évoqué, la Cour de cassation a retenu la responsabilité civile de l'assureur pour avoir délivré l'attestation d'assurance avant que la déclaration de chantier n'ait été effectuée. Donc cela, c'est aussi quand même une avancée très, très importante, parce que cela permet effectivement non seulement aux maîtres d'ouvrage, mais aussi aux autres intervenants évoquer la responsabilité de l'assureur et donc contourner le fait qu'il y a une absence de garantie. Et en plus, l'assureur peut se retrouver dans la disposition défavorisée par rapport à l'hypothèse où son contrat aurait vocation à s'appliquer. Pourquoi? Parce qu'il ne pourrait plus se prévaloir de ces limites d'exclusion de garantie. Son intervention éventuelle, sa prise en charge des conséquences de désordre serait déplafonnée, puisqu'il ne s'agirait plus de l'application de la police, mais de l'application tout simplement de sa responsabilité civile, soit contractuelle, soit délictuelle.
pour finir avec les tempéraments, donc il ne faut pas oublier les termes de l'arrêt du 26 novembre 2020 qui nous amène à une vigilance accrue en ce qui concerne les termes de la police et donc toute reprise en substance du mécanisme prévu par l'article L 113-10 dans la police devrait être sanctionnée par l'inopposabilité des clauses prévoyant l'absence de garantie dans l'hypothèse de l'absence de déclaration de chantier. Donc, ça nous amène de lire les polices de manière beaucoup plus attentive pour justement veiller à ce que ce dispositif n'y figure pas en substance, sans que la référence à l'article L 113-10 n'y figure. Et effectivement, ne pas oublier à ce qu'il appartient à l'assureur de prouver l'absence de déclaration. Et effectivement, cette charge de la preuve complémentaire peut jouer dans certains contentieux et devrait effectivement être utilisée par les parties qui sont concernées par cette problématique. Donc, il ne s'agit pas d'une seule condition de garantie que je voulais aborder. Une autre problématique qui est très riche aussi en termes de jurisprudence, elle concerne la déclaration d'activité. Bon, on en a parlé très souvent ces derniers temps. La déclaration de l'activité en tant que condition de garantie a été reconnue à partir de la jurisprudence qui était rendue dans 1997, mais cette, on va dire, restriction du champ d'application de la police a été davantage admise à partir de l'arrêt qui était rendu le 10 septembre 2008, lorsque la Cour de cassation a jugé que, en fait, s'est posé la question, est-ce qu'on peut refuser la garantie en se fondant sur les modalités d'exécution de l'activité déclarée ou pas? Donc, sur cette question-là, la Cour de cassation a indiqué que l'assureur ne peut pas se prévaloir des modalités d'exécution. Il faut que la police soit uniquement limitée aux activités qui ont été déclarées à l'assureur, mais dans un deuxième temps, il a admis tout de même la possibilité de limiter le champ d'application de la police aux procédés déclarés. Parce que, en fait, tout dépend de la manière dans laquelle est rédigé le questionnaire et parfois, certains assurés ont déclaré non pas leurs activités, mais les procédés auxquels ils font recours pendant l'exécution de leurs travaux. Donc, il s'agit d'un désormais célèbre arrêt qui était rendu le 16 janvier 2020, portant sur le procédé arnois permettant d'aménager les combles. Et effectivement, à la différence de l'arrêt qui était rendu le 10 septembre 2008, la Cour de cassation a estimé qu'il ne s'agit pas des modalités d'exécution, mais d'un procédé d'exécution au sens d'activité. Donc, la notion de procédé a été assimilée à la notion d'activité, qui a fait que la garantie donc n'a pas été mobilisée en l'espèce. Donc, dans cet arrêt, la Cour de cassation reprend les solutions qu'il a déjà adoptées précédemment dans ses arrêts du 8 novembre 2018 et du 30 janvier 2019. Bon, leurs références sont bien dans le PowerPoint. Mais bon, je pense que vous les connaissez de toute façon déjà. Et donc, cela nous amène aussi sur la problématique de l'obligation du conseil de l'assureur par rapport aux activités déclarées. Est-ce que l'assureur est tenu d'obtenir plus d'informations de la part de son assuré sur son domaine d'intervention ou il peut se contenter tout simplement par les réponses qui lui sont apportées par son assuré dans le questionnaire? Bon, apparemment, sur ce point, la Cour de cassation est très exigeant au regard de l'assuré, mais beaucoup moins au regard de l'assureur, parce qu'il estime que c'est l'assuré qui est le professionnel dans son domaine. Donc, il lui appartient de faire correctement état de ses activités à son assureur, et l'assureur ne peut pas veiller, il ne peut pas avoir une obligation de conseil ou d'autre
pour inciter son assuré à lui faire davantage de déclarations. Donc, cette jurisprudence a été très vivement critiquée parce que bon, c'est la même problématique que pour la problématique de déclaration de chantier. Il peut bien évidemment permettre à l'assureur de détourner l'interdiction de prévoir dans les polices de la responsabilité civile décennale les clauses d'exclusion autres que celles qui sont prévues à l'article A 243-1 du Code des assurances. Et bien entendu, il est évidemment dans l'intérêt des constructeurs de déclarer leurs activités de manière précise et exhaustive pour éviter notamment donc, se retrouver sans assurance et en plus engager la responsabilité pénale de leurs dirigeants, puisqu'il a été récemment reconnu qu'il s'agit en plus de la faute détachable de leurs fonctions. Donc, nous avons un arrêt qui a été rendu le 13 janvier 2020 parmi les actualités jurisprudentielles dans lesquelles justement la Cour de cassation confirme la possibilité d'une telle limitation en tiers lésé. Donc, effectivement, comme en matière de déclaration de chantier, ce type de clause est opposable aux tiers, même si ils ne sont pas mentionnés sur l'attestation d'assurance en application de l'article L112-6 du Code des assurances. Donc, en revanche, l'arrêt du 5 mars 2020, est-ce que vous avez les références? Oui. Il sanctionne tout de même l'assureur et retient sa responsabilité civile au profit du tiers lésé à défaut de la mobilisation des garanties. Donc, il convient quand même, il appartient quand même à l'assureur de rester également vigilant parce que dans certaines circonstances, dès lors qu'il délivre ses attestations, il peut aussi engager sa responsabilité. Donc là, je pense que nous avons quand même abordé globalement les arrêts essentiels qui ont été rendus sur ces sujets. Et je ne sais pas si Juliette souhaite encore rebondir sur la validité des différentes exclusions de garantie. Pour conclure, je voulais simplement parler, puisque je vois que l'heure tourne et je voudrais quand même qu'on ait un petit temps pour les questions, parler vraiment en 1 minute 30 à titre de miniardise sur quelque chose que vous avez sans doute vu passer, puisque les arrêtés d'application de la loi Elan sur les études géotechniques obligatoires sont enfin sortis. Il y en a eu 2 le 22 juillet 2020 et 2 le 24 septembre 2020. Donc, ça y est, on sait pour quelle zone géographique, vous le savez, le vendeur d'un terrain doit fournir une étude de sol à l'acquéreur. Donc, on a les études géographiques, les zones concernées, les mesures à mettre en œuvre et surtout les préconisations et les travaux que doivent réaliser les constructeurs si jamais cette étude n'est pas faite, puisque automatiquement, il va y avoir un lien en termes de responsabilité. Donc, je ne vais pas plus loin parce qu'on n'a pas le temps. Ces arrêtés sont sortis. Ils sont assez simples en termes de compréhension. Donc, on a le contenu des études géotechniques, parce qu'on avait peur de savoir si on était sur des études de niveau G2 AVP, par exemple, ou s'il fallait impérativement se référer à la norme applicable pour les études géotechniques, c'est-à-dire la NFP 94-500, ou si on pouvait laisser une relative liberté aux parties. Donc ça aussi, c'est dans les arrêtés. Les zones géographiques sont précisées dans les arrêtés et il est aussi précisé les mesures à mettre en œuvre, encore une fois, c'est-à-dire que les constructeurs doivent soit tirer toutes conséquences, alors les constructeurs au sens large, l'entreprise maître d'œuvre, doivent soit tirer toutes les conséquences de cette étude qui est donc jointe au contrat de construction de façon obligatoire, ou soit prendre eux-mêmes des dispositions constructives pour pouvoir gérer les problématiques de sol, puisque vous savez, l'objectif de cette disposition de la loi Elan était tout simplement de lutter contre les phénomènes de retrait-gonflement d'argile
qui sont une vaste problématique dans nos matières. Alors, pour plus d'infos, tout ceci figure aux articles L112-20 à L112-25 du CCH et aux articles R112-5 à R112-10 du même code. Voilà, maintenant, vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez quelques questions, la voie vous est ouverte. Juste, j'ai vu quelques questions qui étaient posées dans le chat concernant l'absence de déclaration de chantier. Effectivement, l'absence de déclaration de chantier peut être équivalente à une absence d'assurance dans les conditions évoquées, en fait. Et donc, il y aura aussi une faute du gérant, effectivement. Mais je pense qu'on a déjà abordé les réponses à ces questions, sauf s'il y a d'autres interrogations sur ces sujets. Pas d'autres questions sur tous les points qui ont été abordés aujourd'hui? On était extrêmement clair. Visiblement. Alors, s'il n'y a pas de questions, juste de suivre l'actualité, donc soit en vous connectant, évidemment, l'ex-base vous envoie des mails, mais sinon, n'hésitez pas à faire vos demandes à Daria ou à moi sur LinkedIn, parce que généralement, on fait pas de pub sur ces sujets-là. On va essayer d'organiser, je ne sais pas si le sujet vous tente, c'est pour ça que j'en parle, d'organiser un prochain webinaire courant 2021 avec l'ex-base et Paragon sur la problématique de l'expertise en faisant venir un expert judiciaire, ça c'est facile à trouver, mais enfin un qui accepte de parler, franchement, c'est peut-être un peu moins facile à trouver, mais en tout cas, et surtout un juge chargé du contrôle qui va donc participer au webinaire, ce qui nous permettra d'aborder des vastes problématiques comme le changement d'expert, etc., etc. Donc, je ne sais pas si c'est des types de sujets qui peuvent vous tenter, mais en tout cas, on peut échanger là-dessus. Merci encore à tout le monde pour votre présence. Belle fête de fin d'année. Merci à vous d'avoir participé à ce webinaire. Donc, vous recevrez ce PowerPoint très documenté avec l'ensemble des liens vers la jurisprudence et les textes dans les prochains jours, ainsi que votre attestation et votre facture acquittée pour le webinaire. Et donc, je rappelle une petite bibliographie sur le sujet, rédigée par Juliette Mel, responsabilité des constructeurs et assurance construction, aux éditions Galino. Donc, n'hésitez pas, je vous enverrai de toute manière par mail les premières de couverture de ces deux ouvrages. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt sur l'ex-base. Et bonne fin de journée à vous. Au revoir. Merci tout le monde. Au revoir.